Quand je suis arrivé chez Spendesk, on était 2 business développeurs en 2019. Quand je suis reparti 3 ans plus tard, on était un peu plus de 50 dans l'équipe commerciale. C'est énorme parce que vous imaginez si on est passé de 2 ou 3 à 50 en 3 ans, tous les autres pôles de la boîte ont fait pareil. Pourtant à l'époque, le cold call était vu comme quelque chose d'inutile, comme mort, comme quelque chose qui servait à rien. Les séquences mail, c'était du mass mailing, c'était quelque chose de hyper générique et personne ne traquait rien. Il y avait aucune culture de la performance. Alors dans l'épisode, je vais dire que j'ai mis en place, mais en fait, c'est, «je» parce que c'est plus simple de le dire à l'oral, mais en fait, c'est «on», hein. On est une équipe à avoir mis ça en place et évidemment, je serais absolument rien aujourd'hui sans la super manager que j'ai eue à l'époque qui s'appelle Adeline, et enfin, en tout cas et sur l'équipe commerciale qui était, constituée notamment de superbes individualités, très smart et qui bossaient fort, fort, fort à ce moment-là. Ce qu'on a mis en place du coup, c'est d'abord une culture de la performance, une segmentation hyper chirurgicale, des dashboards qui permettaient d'être obsédé par la performance et de comprendre les bons indicateurs et de savoir où on en était concrètement, un script d'appel millimétré, et puis une méthode d'apprentissage de comment est-ce qu'on fait concrètement, et un système de suivi pour exécuter au meilleur niveau possible. Dans cet épisode, je fais un peu appel à la machine de retour dans le passé pour vous expliquer comment on a réussi à scaler la performance commerciale de 2 à 50 personnes avec plusieurs millions de revenus récurrents chaque année. Et ça a été une des meilleures écoles de toute ma vie, puisque sur le marché, on a été réputé comme étant une des meilleures écoles en termes de performance commerciale en France, à minima, voire en Europe. J'ai rejoint Spendesk en 2019. On était à peu près une centaine de collaborateurs. Quand je suis parti, on était 600. Et c'est aussi une des raisons qui font que je suis parti 3 ans après. C'était devenu un peu trop industriel. Et en fait, on avait déjà mis en place le build. C'était vraiment sur du run. Donc le build, c'était plutôt la mise en place des process, des outils, des manières de faire. Il y avait évidemment encore des choses à optimiser, mais pour autant, j'avais l'impression qu'on était déjà en territoire conquis. Du coup, c'est exactement la mise en place des processus commerciaux et du scaling que j'ai envie de vous raconter dans l'épisode d'aujourd'hui. Je suis hyper excité par cet épisode-là parce que c'est vraiment du concret, c'est vraiment du cas d'usage que vous allez pouvoir reproduire dans plein d'autres organisations qui vont évidemment vous parler. Parce qu'en fait, la méthode de processus de comment est-ce qu'on a mis en place la performance dans l'équipe commerciale chez Spendesk, bah, c'est exactement la même dans les autres boîtes et c'est même la même méthode que j'utilise encore aujourd'hui quand j'interviens chez mes clients pour les mettre en performance. On va d'abord partir généralement du plus près de la performance, c'est-à-dire en général de l'offre, puis on va remonter le funnel commercial vers la génération de leads ensuite. Bref, c'est un autre sujet, mais en fait, ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est les différentes étapes par lesquelles on est passé pour mettre en performance une entreprise qui était en très forte croissance comme Spendesk. Donc, le contexte à l'origine, j'ai pris mes petites notes sur le côté. Startup early stage, j'arrive avec une levée de fonds série B, donc c'est quand même plus trop le début, mais c'est quand même toujours un petit peu le début. La boîte a quelque chose comme 2 ou 3 ans à l'époque, donc c'est plus le début, mais le produit est hyper balbutiant. Et puis en fait, on est à 100 personnes, mais comme il y a énormément de recrutement d'un mois à l'autre, en fait, ça fait pas longtemps qu'ils sont 100, quoi. Donc c'est vraiment encore le tout début. On n'a pas encore de système de vente qui est vraiment solide. On sait qu'il y a des individualités qui sont fortes, mais qui n'ont jamais été entraînées à des vraies méthodes commerciales, puisque le directeur commercial à l'époque est extrêmement intelligent, extrêmement performant et très à cheval sur la performance, Nicolas, que j'espère interviewer dans les mois qui viennent, euh, et du coup qui est excellent, mais par contre qui est pas commercial de base. Et donc en fait, autant sur la stratégie opérationnelle de on va là-bas, c'était hyper balisé, autant sur l'opérationnel concret sur le terrain de comment est-ce qu'on fait pour générer des leads, notamment sur la partie BDR, qui était balbutiante à l'époque, ça c'était encore vraiment sur le démarrage. Donc on avait à peu près quelque chose comme 3 ou 4 account exécutives et on devait être 3 business développeurs et on était peut-être un quatrième qui devait être recruté dans les mois qui viennent et ensuite on devait recruter progressivement. Donc il n'y avait pas vraiment de process, pas vraiment de structure, pas vraiment, enfin il y avait un process de qualification, mais les critères pour passer d'une étape à l'autre n'étaient pas vraiment hyper clairs. Et bref, il y avait 2 AE, non, c'est ça, il y avait 2 accounts exécutifs qui étaient blindés, qui avaient un agenda qui était complètement full staffé, et tant mieux, hein. Mais pour autant, ça veut dire qu'il y avait pas mal de business développeurs qui nourrissaient ces équipes-là.
Le call calling à l'époque, et donc on va se concentrer sur la génération de leads d'abord, sur, la génération de rendez-vous plutôt, sur ce démarrage de podcast. C'était quelque chose qui était vu comme, quelque chose de has been, tu vois? Quelque chose qui, ne faisait pas partie de la culture à l'origine et qui était vraiment vu comme quelque chose qui avait vraiment pas vraiment d'efficacité. Tout quand je suis arrivé chez Spendesk, on m'a dit: «Bon, de toute façon, le call calling, ça sert pour récupérer de l'info, mais tu vas jamais prendre un rendez-vous avec ça, quoi». Et moi, en fait, j'arrivais depuis une formation, où je vendais depuis 1 an dans le service. Le service, ça, c'est pas trop axé sur la méthodologie de travail pour le coup, mais moi j'étais très fort en théorie et c'est là où en fait j'ai fait la différence sur le service, où c'est pour ça que j'ai été tout le temps, tout de suite top performer là-bas. Et en fait, j'ai importé ce que j'avais appris dans le service et notamment en termes de fougue, en termes d'envie, en termes de, se battre comme un chien pour choper un meeting, chez Spendesk. Et en fait, ça a fait une énorme différence puisque dans le service, pour le coup, c'est un métier qui est extrêmement concurrentiel. C'est super compliqué de choper des meetings parce que bah, tout le monde appelle les mêmes prospects et donc c'est super compliqué. Donc il faut se battre contre la concurrence, être meilleur et surtout être différenciant. Et donc c'est pour ça que quand je suis arrivé chez Spendesk, les prospects que j'avais au téléphone n'avaient pas trop l'habitude de se faire prospecter. Et en fait, j'ai trouvé que c'était hyper facile. Parce que quand tu dois te battre pour choper un meeting à la Société Générale, que tu as pas les numéros de téléphone, que tu as juste un Excel avec le prénom et le nom, le prénom et le numéro de téléphone de la personne et que tu sais pas qui t'appelle, mais juste tu vas bombarder et bourriner comme un chien. Quand tu arrives dans une boîte tech où on te prémâche le travail avec, on chope le numéro de téléphone portable, on te chope le mail, on te chope l'identité de la personne, on te donne des infos, etc., etc. On te récupère aussi de la data hyper importante sur machin, il a visité telle page du site web, machin, son entreprise elle est en forte croissance, machin, il a posté un post sur LinkedIn comme quoi il recrute 3 ou 4 personnes. En fait, tous ces éléments-là te rendent tellement facile la prospection qu'en fait, tu avais l'impression d'avoir été joué à Dark Souls pour ceux qui ont la ref, donc jouer à un jeu super difficile et d'arriver sur un jeu comme It Takes Two, donc vraiment beaucoup plus facile et beaucoup plus casual. Bref, je vais faire une petite comparaison avec le milieu du jeu vidéo que j'aime beaucoup, mais grosso modo, c'est comme si vous aviez commencé avec le niveau le plus difficile et que vous étiez arrivé sur un truc le plus facile juste après. Donc j'arrive chez Spendesk avec un unfair advantage qui est monstrueux et forcément, ma performance, elle est monstrueuse quasiment dès le début en fait. Notamment sur la partie prospection où je devais passer des coups de téléphone quasiment toute la journée finalement, puisque c'est là où tu fais tes armes, c'est là où tu rentres dans le game. Et en fait, c'est ce truc-là que d'ailleurs, les entrepreneurs perdent super rapidement, vont avoir tendance à recruter le plus rapidement possible. Si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière ou il y a quelques semaines, vous savez que le sales, c'est pas le premier poste à recruter. Vous le savez d'ailleurs maintenant. Et donc, en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous êtes un entrepreneur, un chef d'équipe ou une personne à forte responsabilité dans une entreprise et que vous n'avez pas parlé à un client de la semaine dernière, vous faites une énorme erreur. Et c'est pour ça qu'en début de carrière, être un BDR, être un account exécutif ou en tout cas être un commercial sur le terrain, c'est très mal vu le commercial en France. Et ben en fait, c'est le meilleur choix que vous puissiez faire parce que si vous avez acquis cette compétence-là derrière, tout est plus facile. Et donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que demain, quand vous êtes freelance à votre compte, en fait, vous êtes commercial, les potes. Avant de choper du consulting en coach sportif, bah, il va falloir les choper, les consultings. Comment vous allez les choper? Bah, vous êtes commercial, ni plus ni moins. Donc, c'est une compétence qui est fondamentale à acquérir. Je divague un petit peu, je vais me recentrer sur Spendesk, mais c'est tout ça pour vous dire que le cold calling, la capacité à prospecter, à générer des interactions, à générer des conversations, c'est le plus important. Et donc, j'arrive chez Spendesk et effectivement, le cold calling, il est pas du tout mort. Il est pas du tout mort et au contraire, c'est hyper facile dans cet écosystème-là et donc on peut générer 2, 3, 4, 5 rendez-vous par jour, ce qui est colossal à l'époque puisque en général, un bon business developer va générer 20 rendez-vous par mois. Moi, j'en générais 2 à 3 par jour. Alors peut-être que la qualité était plus variable que la personne qui générait par mail, mais pour autant, j'arrivais à créer des interactions, créer des conversations et c'était quand même, une très belle performance. Parce que j'étais besogneux, parce que j'étais le premier arrivé au travail, le dernier sorti et que je compensais, peut-être le manque de compétences techniques quand je suis arrivé chez Spendesk avec, un volume de travail plus important, tout simplement. Donc tout ça pour dire que mon état d'esprit à l'arrivée chez Spendesk, c'était: «Je suis pas là pour suivre la norme, je suis là pour performer, je suis là pour être top performer et leur prouver qu'ils ont eu raison de m'intégrer». J'ai 1 an de bagage, de commercial où je me suis fait pilonner la gueule, c'était super dur, mais pourtant j'ai été bon et donc je vais leur montrer ce qu'ils vont, voir, chez Spendesk dans une boîte tech que j'estime, immensément. J'ai pas besoin de vous expliquer ce que fait Spendesk, c'est pas forcément le sujet du jour, mais en tout cas, c'est une superbe boîte, à laquelle je suis revenu après puisque je l'ai quitté, j'y suis revenu et donc ça veut quand même dire que je l'estimais énormément, notamment parce que
La partie commerciale était une machine de guerre, un système extrêmement puissant. Et donc, c'est pour ça que c'était hyper intéressant. Quand je suis arrivé chez Spendesk, le troisième mois, je pense, quelque chose comme ça, j'ai eu l'immense chance d'avoir des consultants externes qui n'étaient pas encore formalisés en tant que boîte, qui s'appelle AtScale aujourd'hui, AtScale, que j'embrasse. Si vous écoutez ce podcast, les potes, je vous embrasse très très fort. J'ai bossé d'ailleurs sur des missions de consulting avec eux par la suite. Et donc en fait, ces personnes-là, leur sujet, c'était comment est-ce qu'on met en performance la machine commerciale de Spendesk. Donc moi, j'étais au paradis. Et forcément, j'ai été mis hyper proche d'eux parce que comme j'étais performant et beaucoup plus performant que mes collaborateurs, et ben en fait, j'avais probablement compris certains trucs plus que d'autres. Et donc, ils m'ont mis vraiment au cœur du système, au cœur du réacteur. Et j'ai pu m'imprégner énormément de choses de leur stratégie, de ce qu'ils voulaient mettre en place en fait. Et même eux étaient un peu balbutiants, ils venaient de très très grosses boîtes comme Criteo par exemple, qu'ils avaient aidé à scaler. Et donc en fait, ça m'a permis de m'imprégner de eux, ce qu'ils avaient mis en place chez Criteo pour le mettre en place chez Spendesk. La première chose qu'ils ont mis en place et que Adeline, donc mon ancienne manager, que j'embrasse encore une fois aujourd'hui, qui a été, il y a un avant et un après quand j'ai bossé avec elle, clairement, manager préféré all time, en fait, cette personne-là a aidé à mettre en place la culture de la performance. Et en fait, ce truc-là, ça peut sembler hippie, yéyé, start-upper, machin, mes couilles, mais en fait, c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est que cette culture de la performance, elle est absolument pas présente en France dans la plupart des boîtes. La plupart des boîtes ont eu un bon timing de marché, ce qui fait que du coup, ils ont eu des leads, des générations de leads assez faciles. Et en fait, ils n'ont pas eu besoin de trop prospecter et de mettre en place des métriques d'évaluation des performances. Ce qui fait qu'en fait, cette culture de la performance, elle est pas trop présente dans les boîtes en France. Je vous ai déjà parlé de No Rules Rules, donc une règle, pas de règle, la culture de la performance chez Netflix. Moi, c'est un livre qui m'a fondamentalement changé ma manière de voir les choses et je vous recommande fortement, très fortement, de vous pencher sur ce bouquin-là qui est merveilleux. D'ailleurs, j'ai fait un épisode qui était une partie 1 que j'avais fait la partie 2 qui expliquait un peu les principes fondamentaux du recrutement à très haute performance, de comment est-ce qu'on fait plutôt la liberté plutôt que les règles, comment est-ce qu'on essaie de d'écrémer le plus possible les différentes règles qui n'ont pas de vocation. Bref, tous ces trucs-là qui sont hyper importants de mettre en place pour avoir de la performance. Bref, ce que je voulais mettre en place et ce qu'on a mis en place dès le démarrage, c'est cette culture de la performance. Et c'est de dire que, on voulait changer les croyances. Votre cerveau, il est plastique. On n'est pas juste mauvais en call. On peut progresser. On a une base sur laquelle on arrive. On n'est pas prédestiné à être nul à vitam aeternam. On a des prédispositions, mais par contre, on peut progresser. Donc, le call, il n'est pas mort. Et donc, rapidement dans l'organisation, c'est pour ça que je vous dis qu'en tant qu'employé, on peut totalement se faire une place super simple et faire une super belle carrière en tant qu'employé, mais il faut savoir faire de la politique et se positionner le plus près du feu possible. Donc, avec AdScale, j'étais bien positionné et surtout, deux, je me suis spécialisé sur le sujet du call calling. Et en fait, ce fait de tout éclater en call calling, ça m'a permis de faire des formations en interne aux autres collaborateurs et même aux commerciaux qui étaient plus seniors que moi. Et donc, j'ai été référent téléphone, en fait. J'étais référent call calling au sein de la boîte. Cette formation que je faisais régulièrement dès qu'il y avait des nouvelles personnes qui arrivaient dans la boîte, ça m'a permis d'acquérir cette poste-là, de dire ah ok, PE il est trop fort, donc je vais écouter ses conseils. Donc j'ai envie de bosser dans l'équipe de PE. Et moi, dans ma tête, je me disais, moi, j'ai pas envie d'être commercial senior, je vais me faire chier à faire ce métier-là. Ce que je veux, c'est manager. Parce que ma compétence managériale, elle est à zéro aujourd'hui. J'ai envie d'accompagner les gens en étant plus fort. Et donc, je me suis entraîné en 10 ans, en expliquant ma méthodologie de travail sur la partie call, à expliquer avec des métaphores, des images, comment est-ce qu'on peut être plus pédagogue, etc. Ce qui m'a permis quand il y a eu un poste qui s'est ouvert en termes de team leader, de chef d'équipe, de me positionner et d'être naturellement pris. Sans aucun entretien à passer, sans aucune négociation possible, c'était évidemment que c'était moi, quoi. On a mis en place du coup, c'est le call calling n'est pas mort. Et en fait, c'est simplement que personne n'avait le volume nécessaire pour faire des appels téléphoniques. Et en plus de ça, les scripts étaient mauvais. Donc tout le monde était nul. On savait pas comment faire, quoi. Le deuxième point, c'était de créer des rituels. On avait des stand-ups 2 fois par semaine de mémoire ou quelque chose comme ça, plus un kick-off, plus une session d'entraînement le vendredi, avec des questions, des QCM, des questions-réponses, où en fait, il y avait vraiment cette culture de l'entraînement, en fait. Parce qu'encore une fois, préparation difficile, guerre facile. Donc plus on s'entraînait et plus le jour du combat, le jour où on était face au prospect, on était fort en fait. Et ça s'est un peu perdu. Donc on faisait pas mal de simulations. Et ça, c'est pareil. C'est des choses qu'on voit pas dans les boîtes aujourd'hui. Et c'est dramatique parce que c'est comme si vous étiez vous jouez au foot ou au handball. C'est comme si étant en interaction client, customer facing,
Vous étiez directement en train de jouer tous les jours. Vous étiez en match, vous faites des matchs tous les jours. Bah non, en fait, les footballeurs, ils vont s'entraîner, quoi. Ils s'entraînent et puis après, ils vont jouer le match le dimanche. Mais en fait, la plupart de leur semaine, bah, ils sont courir, ils vont jouer, ils vont faire dribbler, enfin bref, ils vont s'entraîner, quoi. Ils vont faire de la technique. Et si vous vous entraînez pas à gérer des objections, quand vous allez les avoir au téléphone le jour J, vous avez pas 10 secondes, hein, pour réfléchir. Ça doit être direct, bam, 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 ça doit déclencher immédiatement. Donc on a créé des daily rituels qui permettaient à la fois de partager les victoires pour montrer que c'est possible et que machin il l'a fait, donc toi, tu as aucune raison de pas le faire. Mettre en place des écoutes de call, mettre en place les apprentissages de la semaine, mettre en place juste des réunions 2-3 fois par semaine et des entraînements, des simulations, ce qui fait qu'on monte le niveau. Valoriser énormément les résultats. Alors, les classements, ça a été mis en place. Moi, je suis pas très fan des classements parce que c'est un peu cringe, je trouve. Enfin, moi, j'étais toujours premier, donc c'était très très cringe. Moi, j'aime pas me mettre en valeur en fait, hein. Et donc voilà, j'aimais pas trop ça. Ça me gênait pas mal, mais je sais que c'était fait. Par contre, il y avait toujours le dashboard. Et j'avais un jeu sur le dashboard. Dashboard, c'est en gros le leaderboard, enfin premier, deuxième, troisième, quatrième. Notamment le dashboard en termes de nombre de calls. Moi, j'ai toujours dit que j'étais pas le plus intelligent. Par contre, j'étais le plus besogneux. Je compensais avec mon volume de travail. Et donc, en fait, ce que je voulais faire, c'est que tous les jours, j'avais un engagement que j'avais pris avec moi-même. C'était que tous les jours, j'étais celui qui avait passé le plus de calls tous les jours. Et donc, j'étais en bagarre avec un pote qui s'appelle Alexis à l'époque. Il était en train de me talonner, etc. Et je partais toujours avec un call de plus. Je faisais toujours un de plus que le deuxième. D'accord? Des fois, c'était Alexis, des fois, c'était d'autres. Mais en tout cas, peu importe qui c'était en deuxième, je partais jamais du travail sans avoir fait un de plus. Et un de plus, et un de plus. Et je faisais, par exemple, si on devait faire 30 calls par jour, ou 40 ou 50 calls par jour, j'en faisais toujours un de plus. 31, 32. Et j'en faisais toujours un de plus que le deuxième. Si le deuxième, il en avait fait 90, j'en faisais 91. Et en fait, ce truc-là m'a permis de générer un volume qui était monstrueux par rapport aux autres. Et donc, sur le long terme, de s'accumuler en termes de mots, en termes de compréhension du prospect, en termes de compréhension de mon persona, en termes de compréhension de moi, les mots que je vais utiliser qui vont mieux résonner avec la personne que je veux en face. Et ça, sans un volume monstrueux, c'est impossible de le faire. Ça m'a permis, en très peu de temps, d'avoir un volume colossal que plusieurs autres personnes auraient fait sur plusieurs années. Et donc d'avoir un ROI, un retour sur investissement beaucoup plus important qu'une personne lambda, quoi. Donc valoriser les résultats. Et on a refondu le variable aussi à ce moment-là, où en fait, on a baissé les targets. Donc le target setting, la manière de gérer les objectifs a été baissé. Parce qu'on était sur 15 opportunités, donc conversations générées, on va dire, par mois. On est descendu à 12, ce qui nous a permis de mettre l'équipe en performance, de mieux se payer. Et du coup, ça a permis d'entraîner cette volonté de pas faire les chiffres, mais de faire plus que les chiffres. Puisque c'était très intéressant financièrement de dépasser les objectifs, de dépasser la target. Ce qu'on dit sur un bon niveau de variable, et ça pourra faire l'objet d'un épisode si vous le désirez. Je vous laisse mettre des commentaires sur Spotify, des questions, etc. Comme ça me permet de savoir un peu, vous, si ça a de la valeur et si ça vous intéresse, ces modèles de rémunération des commerciaux, mais pas que, hein, d'ailleurs. J'aime bien mettre des variables à peu près à tout le monde, en fait, hein, même les gens en marketing, même des gens en tech et en ops. Bref, un peu pas à tout le monde parce que je trouve que c'est plutôt cool. La seule personne à qui je mets pas de variable, c'est moi-même, en fait, parce que c'est pas ça qui me motive, parce que j'ai toujours un extrême niveau d'exigence. Et donc, je vais toujours faire l'extra mile, donc le niveau maximum de ce que je peux délivrer. Et donc, c'est pas un variable qui va faire la différence, parce que de toute façon, je suis déjà au taquet tout le temps. Et bref, ça, c'est encore un autre sujet. Ce variable, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que 80%, 70% de l'équipe fasse 80 ou plus de la target, et qu'on ait à peu près 50% qui fassent 100 ou plus. Peut-être ça peut être un peu moins selon certaines organisations, mais en tout cas, si on n'est pas dans ces ratios-là, ça veut simplement dire que soit la target est trop haute, soit votre équipe est trop mauvaise. Donc il y a un vrai sujet, quoi. Bref, la première étape, c'était vraiment d'instaurer cette culture de la performance. Et en fait, ne serait-ce que définir, décomposer l'output, donc ce qu'on doit générer mensuellement. Par exemple, si on dit que c'est 15 opportunités générées par mois, et ben générer 15 opportunités par mois, ça coûte combien de tâches? Ça coûte combien de calls? Non, déjà, ça coûte une opportunité, c'est on arrive à la fin d'un rendez-vous et on dit OK, c'est bon, c'est un bon prospect, je peux le travailler, je peux le closer. On détermine qu'il y a une opportunité de faire du business, de le closer, à partir de certains critères. À partir de ce moment-là, peut-être qu'il faut 1, 2, 3 rendez-vous de prospection pour générer un meeting, une opportunité. Et donc, pour générer les meetings, combien il faut passer d'appels? Est-ce qu'il faut en passer 30, 10, 50?
etc., etc. Et pour générer des appels, faut faire du multicanal. Donc, peut-être faire du téléphone, peut-être faire du mail, peut-être faire autre chose. Bref, faut faire parce qu'il y a des gens qui répondent bien à l'écrit, d'autres qui répondent plutôt à l'oral, etc., etc. Donc, faut faire un peu de tout, d'accord? Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est quoi le nombre idéal de tâches, d'actions que je dois faire en moyenne pour générer une opportunité? Et à partir de ça, une fois que tu as décomposé ce modèle-là, et encore une fois, c'est un exemple commercial, mais c'est valable pour tout, 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 même en marketing, hein. Combien d'actions je dois générer pour générer un lead, tout simplement, un rendez-vous qualifié, par exemple, ou autre. Bref, et c'est pareil en Ops, hein, combien de lignes de code je dois générer avant d'avoir terminé mon projet, bref, peu importe. C'est pareil pour tout. Ce que je veux vous dire par là, c'est que il faut décomposer le rendu nécessaire à la fin de votre mois, à la fin de votre semaine, à la fin de votre journée, en micro-étapes, de sorte à ce qu'on sache, en termes de production, si on est dans les bons ratios ou pas. Si par exemple, je dois générer 50 coups de téléphone pour générer un meeting et qu'un meeting, ça me permet de générer une opportunité, bah je sais que par opportunité, je vais faire 50 coups de fil. Donc je sais que si à la fin du mois, je dois en faire 10, bah faut que j'en fasse 10 fois plus. Par contre, du coup, ça veut dire que si un jour je fais que 10 appels, bah, je serai pas en performance. Et ça, c'est anticipable. Et plus c'est anticipable, plus c'est prévisible, prédictible, et plus en fait on sait où on en est en termes de business, quoi. Bref, tout est qu'une histoire de nombres en fait, hein. C'est que des nombres. Donc, définissez une culture de la performance. Définissez aussi, qu'est-ce qui est normal en termes de performance? Est-ce que c'est normal de faire entre 80 et 100%? Est-ce que c'est normal de faire moins de 80%? Est-ce que c'est normal de faire plus que 100%? Quand est-ce qu'on définissons des termes précis de c'est quoi être un top performer? Est-ce que top performer, c'est juste faire 100%? Est-ce que c'est dépasser 100% 2 mois à la suite, 3 mois à la suite? Est-ce que être un sous-performer, c'est faire moins de 70%, moins de 50%, faire 0%? Bref, il faut donner des définitions comme si vous définissiez des mots dans un dictionnaire. De sorte à ce qu'on ait le même langage, qu'on soit aligné sur les mêmes notions, et de sorte qu'en fait, in fine, qu'on parle la même langue, quoi, et qu'on soit aligné sur la même trajectoire. Ça, c'est la première chose. Donc, culture de la performance. Deuxième sujet, c'est de définir les bonnes cibles. Alors là-dessus, je pense que Spendesk était quand même assez avancé. C'est-à-dire qu'on avait un ICP, donc un Ideal Customer Profile, mais il a fallu le définir un peu plus. Il a fallu expliquer que tel nombre d'employés, c'est pas un bon prospect. Tel nombre d'employés, c'est pas un bon prospect, etc. Donner des critères factuels qui permettent de dire qu'on se concentre au bon endroit. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, au sein du cercle des marchands de biens où je travaille, je sais que si la personne n'a pas une activité qui exerce en France, c'est pas la peine de lui parler. Donc, ces personnes-là, je les vire. Ça me permet de me mettre au bon endroit, au bon moment, sur les bonnes personnes. D'accord? C'est hyper important. Donc, ça, c'est l'ICP. Deuxième chose, ça va être capable de prioriser A, B, C. Donner, être capable de dire ce prospect-là, un décisionnaire qui est à moins de 30 ans ou en tout cas qui est assez jeune, qui poste sur LinkedIn, donc qui est assez tech-friendly, qui a passé son temps dans des boîtes startup, genre Payfit, Conto, etc., qui connaît bien l'écosystème startup, euh, versus une personne qui a passé 50 ans chez L'Oréal, qui est pas du tout tech-friendly et sur lequel on n'a pas du tout d'informations, et ben en fait, il y en a un que je vais prioriser par rapport à l'autre. Et en fait, ces éléments-là, ces critères factuels, qu'on appelle des hard criteria, qui sont pas du feeling, mais qui sont du factuel, ça me permet de prioriser mes comptes, mes contacts, et de donner plus d'énergie sur certains prospects que sur d'autres. Ça me permet d'être beaucoup plus efficace parce que, vous le savez, j'en ai déjà parlé plein de fois, et c'est pareil en sport, c'est pareil dans tout, il faut toujours prioriser les victoires faciles, ce qu'on appelle les low hanging fruits, je vais y arriver, les fruits dans l'arbre qui sont les plus bas, parce que c'est le plus facile à choper. Quand vous allez tout en haut de l'arbre, bah, c'est plus compliqué à chauffer. Sauf qu'il n'y a pas de victoire qui vaut plus de points que d'une autre. Que vous ayez chopé les fruits en bas de l'arbre ou en haut de l'arbre, vous allez choper des fruits. C'est pareil. Sauf que du coup, si vous mettez moins d'efforts à choper des fruits, bah en fait, c'est plus rentable, ni plus ni moins. Donc, vous avez tout intérêt à mettre le maximum d'efforts pour choper les fruits faciles, les victoires faciles, et ensuite, on verra plus tard, mais ça va peut-être laisser le temps à l'arbre de faire mûrir d'autres fruits plus bas. Donc, si je résume, vous allez choper les fruits faciles, et le temps que vous passez à choper les fruits faciles, bah peut-être qu'en fait, l'arbre va générer d'autres fruits qui sont aussi bas, et donc ça va vous permettre de laisser le temps à l'arbre de se développer, et donc de choper encore des fruits faciles. Et donc peut-être que vous n'aurez jamais besoin d'aller chercher les victoires les plus compliquées, parce que vous avez priorisé l'effet de levier le plus important. Ça, c'est le
un des points les plus importants. Et je pense que le point encore qui est hyper important, c'est que on se focalise sur le time ROI. Il y a 3 types de ROI. La qualité de ce que vous faites, le volume de ce que vous faites et la vélocité, c'est-à-dire le temps passé à faire ce que vous faites. D'accord? Ces 3 axes de travail-là, dans n'importe quel métier, c'est la même chose. D'accord? Une opération immobilière d'achat-vente, on a le point de marge qu'on va générer par opération, on a le volume d'opérations qu'on va générer à l'année, et on va avoir le temps passé sur une même opération. C'est 3 actes de travail, d'accord? C'est hyper important de comprendre ce truc-là parce que la qualité de votre code, le volume de code que vous générez et le temps passé sur une mission donnée, c'est pareil en fait. Et c'est pareil pour tout, hein. C'est pareil aussi pour le sport, c'est pareil pour tout. Quand vous comprenez ces éléments-là, ces effets de levier-là, en fait, derrière, en fait, ça vous ouvre un boulevard qui est monstrueux. Parce qu'en gros, il faut que chacune des actions que vous allez faire dans votre journée soit quantifiable en termes de ROI. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez être extrêmement intransigeant, limite malade, fou malade, sur le fait que vous vous concentriez sur les bonnes tâches, sur le fait que vous que tout ce que vous faites, ça soit quantifiable concrètement. On peut pas scaler une prospection, une machine commerciale, une performance d'entreprise si vous tirez sur tout ce qui bouge. Si vous n'avez pas une bonne méthodologie de travail et si vous ne vous concentrez pas sur ce qui apporte un vrai effet de levier en termes de ROI. Ça passe aussi évidemment par une excellente connaissance de vos personas. Vous devez connaître les personnes à qui vous parlez sur le bout des doigts. Un commercial, je parle de commercial parce que c'est ce que je connais, mais une boîte à plus grande échelle, c'est juste répondre à des problèmes en fait, hein. Un commercial, c'est un médecin. Le médecin, quand vous allez le voir, vous avez mal au genou, il va pas d'abord vous prescrire une super crème qui va bien, ou alors il faut partir vite, vite, vite. Il va d'abord vous ausculter, vous dire, OK, si j'appuie là, vous avez mal. Si vous tendez la jambe, est-ce que vous avez mal? Si vous pliez la jambe, est-ce que vous avez plus mal? OK, c'est une douleur sourde, une douleur aiguë. Et ensuite, peut-être qu'il ne va pas vous donner de crème, peut-être qu'il va vous prescrire de la kiné. C'est exactement pareil en commercial. Vous allez d'abord devoir ausculter votre organisation, comprendre les dysfonctionnements, les relations politico-culturelles, qui est-ce qui décide, etc., etc. Peut-être comprendre les dysfonctionnements de la boîte, où est-ce qu'on peut optimiser, pour que, in fine, vous proposiez la solution qui va bien. Et peut-être qu'en fait, c'est pas votre solution, c'est peut-être la boîte d'un de vos confrères que vous allez pouvoir mettre en avant. Et c'est OK. C'est OK. Encore une fois, de la coopétition sur le marché, si vous n'êtes pas la bonne solution, votre devoir, si vous êtes un commercial éthique, c'est de pousser la solution d'un de vos confrères. Donc ça, c'était le deuxième point. Donc définir les bonnes cibles, prioriser vos actions, être le plus efficace possible. Maintenant, il y a une troisième étape qui est le suivi de la performance en temps réel. Et ça, c'est exactement ce que AtScale, du coup, a mis en place quand je suis arrivé chez Spendesk. C'était de mettre en place des outils de tracking, sur Salesforce en l'occurrence, qui permettaient de définir les actions, de montrer quelles actions étaient mises en place chez Spendesk et d'avoir des dashboards de tracking et surtout des dashboards de suivi de performance. Combien de calls je vais passer à la journée? Combien de conversations, donc d'appels de plus de 3 minutes, je vais générer à la journée? Quel rapport je vais pouvoir générer de « Ah, telle personne, je lui ai pas parlé depuis 3 mois, il m'avait dit tel truc, il faut que je le rappelle dans 3 mois. Est-ce que je me suis mis une tâche sur tel compte ?» Bref, en fait, essayez d'industrialiser et de penser en termes de critères factuels vos actions au jour le jour et de surtout mettre des mots sur une performance donnée. Est-ce que vous êtes au niveau? Est-ce que vous n'êtes pas au niveau? Et ça, si vous mettez pas en place les bons indicateurs, ce qui compte, hein, en termes d'indicateurs, il y a plein d'indicateurs, donc il faut en choisir quelques-uns qui sont hyper importants. Donc, en termes d'output, donc ce que vous générez à l'année, c'est l'énergie qui sort de la machine. Et l'input, c'est l'énergie que vous mettez dans la machine. D'accord? Input, c'est ce que vous mettez dans la machine en termes d'énergie. L'output, c'est ce qui en sort. L'essence dans une voiture, le déplacement de la voiture grâce à l'essence. D'accord? C'est les deux choses qui sont hyper importantes à comprendre. Donc, l'input, l'output. Donc, essayez de mesurer ces trucs-là. Dans l'input, il y a le nombre de calls, le nombre de mails envoyés, il y a le nombre de visites passées si vous êtes agent immobilier. Bref, il y a plein de choses que vous mettez en place, d'accord? En termes d'output, c'est le nombre de meetings que vous avez générés. Ça, c'est pas vous qui le décidez. Vous ne décidez pas de tomber sur des cons ou des gens sympas en face de vous qui vont bien vouloir prendre des rendez-vous avec vous, d'accord? Donc, vous ne maîtrisez pas la réaction des personnes en face. Donc, ce que vous maîtrisez en revanche, c'est le nombre de personnes à qui vous essayez de parler. Et donc, c'est encore une fois, c'est mesurer l'input, mesurer l'output et mesurer les métriques d'efficience d'une étape à l'autre. De cette étape-là à cette étape-là, j'ai 30% des personnes qui passent de cette étape-là à cette étape. Bref, mesurer le pourcentage de conversion, mesurer l'input et l'output.
C'est tout ça. Et le temps passé aussi, la vélocité. Peut-être que ce compte-là, vous avez passé 10 ans à passer, enfin 10 mois à prospecter dessus, tandis qu'une personne va passer un mois et va être beaucoup plus efficient. Donc c'est encore une fois une question d'efficience. Bref, le suivi de la performance, c'est hyper important et on n'améliore que ce qu'on mesure. Donc je suis ébahi à chaque fois de parler avec des entrepreneurs, des entreprises et de parler avec même des directeurs commerciaux qui ne savent pas leur pourcentage de conversion d'une étape à l'autre. Genre, pour moi, c'est inadmissible, quoi. C'est lunaire. C'est lunaire. Genre, c'est vraiment. Si tu sais pas si ta conversion elle est pas bonne, comment est-ce que tu espères même l'améliorer? Si tu sais pas que tu es vraiment au-dessus des moyennes de marché, et d'ailleurs, il faut connaître les moyennes de marché. Hein. ChatGPT, c'est très bien, mais il faut les avoir en tête. Parce que, en fait, quand vous allez observer en fait, un dashboard de suivi de conversion, par exemple, en fait, vous devez vous rendre compte que d'opportunités qualifiées à close won, donc client signé, vous devez savoir que c'est à peu près entre 25 et 35% sur le marché. Et que si vous n'êtes pas dans cette range-là, que vous êtes à 10%, c'est qu'il y a un problème dans le processus. Si vous êtes au-dessus, c'est que vous ne parlez pas avec assez de personnes. Si vous ne me suivez pas, c'est normal, ça va un peu vite, mais on parle en termes de volume de personnes, d'accord? Sur 100 personnes, si vous êtes à 30% de conversion, vous êtes dans la moyenne marché, c'est trop bien. Si vous êtes à 45 personnes, ça veut dire simplement dire qu'au lieu de parler à 100 personnes, il faut parler à 200 personnes. Parce que vous avez un chiffre qui est trop élevé. Bref, je ne m'étends pas trop là-dessus parce que c'est vraiment très opérationnel et très micro. Mais bref, il faut comprendre les chiffres. En fait, si vous ne comprenez pas les chiffres, et ben en fait, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. C'était pas mon truc à la base, mais il faut comprendre en fait. Il faut connaître vos métriques marché. Il faut connaître vos benchmarks. Et s'il y a des dysfonctionnements, il faut être capable de les identifier. Donc, si vous ne les mesurez pas, vous n'êtes pas capable de le faire. Bien sûr que quand vous montez une boîte, bien sûr que quand vous êtes directeur commercial, bien sûr que quand vous êtes un candidat exécutif, il y a des milliards de trucs à mettre en place. Mais ça, c'est un fondamental. C'est un non négociable en fait. L'étape numéro 4, ça va être plus opérationnel encore, ça va être le script de génération de meeting. En fait, ça pourrait faire l'objet d'un épisode entier, je pense, parce que c'était vraiment ma spécialité. Et en fait, que vous soyez freelance à votre compte, monteur vidéo, que vous soyez autre chose, ou que vous fassiez n'importe quoi, que vous soyez chef d'équipe en marketing, ça va vous servir parce que vous allez devoir négocier des partenariats avec X ou Y personnes, négocier des contrats, etc., etc. Bref, ça sera toujours utile. En tout cas, en termes de script, du coup, le processus, c'est la culture, d'accord? Je récapitule. Hein. La culture de mise en place, c'est le fondamental, le socle commun. Définir les bonnes cibles, être sûr qu'on accorde les efforts au bon endroit. Suivre la performance, donc définir des indicateurs de suivi, d'accord? Et en fait, une fois qu'on a mis en place ça, donc on est sur vraiment la pyramide de Maslow, d'accord? Fondamentaux, on monte. Là, on est sur du micro, du plus opérationnel. Donc, le script de génération de meeting, en fait, si je résume, il faut faire différent de ce que un prospecteur classique va faire. Un prospecteur classique chez Orange va dire: ok, bonjour madame, vous avez un super téléphone, je vous propose un super forfait, ça va être génial, c'est incroyable, blablabla. Ça raccroche, vous n'avez jamais rien acheté pour quelqu'un qui vous a prospecté au téléphone. Jamais, ça n'est jamais arrivé. D'accord, ça n'existe pas parce que vous ne faites pas confiance, vous connaissez face à cette personne, elle vous agresse, elle vous pose un truc, et même si rationnellement, même si factuellement c'est plus intéressant, jamais de la vie vous allez accepter. Parce que vous allez dire: oh, il y a une douille quelque part, j'ai pas envie d'y aller. Donc, il faut être différenciant. C'est pour ça que j'aime bien utiliser la méthode Sandler que je me réapproprie. Je vous laisse regarder de votre côté. C'est en gros avoir un pattern d'interruption. Donc, par exemple, est-ce que c'est OK pour vous de prendre 27 secondes de votre temps? Généralement, ça les fait rire à ce moment-là. Prendre 27 secondes de votre temps pour vous expliquer pourquoi je vous appelle. Oui, OK. Et en fait, j'avais un pitch qui était pain-oriented, c'est-à-dire que je mettais en avant des problématiques. Les personnes A, B, C, les boîtes A, B, C qui sont en fait des boîtes concurrentes ou très proches avec qui je travaille, ont deux problématiques. Problématique 1, problématique 2, dans votre côté, sur laquelle vous vous reconnaissez le plus. Ah, je me reconnais effectivement bien dans la problématique A, blablabla, effectivement. Ou non, moi je me reconnais dans aucune des deux problématiques. Ok, fine. Comment est-ce que vous faites? Parce que vous êtes le seul du marché, donc je suis très curieux de savoir. Et là, vous commencez à avoir une discussion et à creuser. Et ça vous permet le mec en face de vous n'est pas en train de vous dire je vais raccrocher au nez de ce bolos, mais c'est plutôt de se dire je vais avoir une conversation, je vais être conversationnel, ce qui va me permettre de faire accoucher à la personne en face d'un problème ou pas. Et ensuite, évidemment, on déclenche la next step, c'est-à-dire un rendez-vous. L'idée, c'est pas de lui pitcher votre truc à ce moment-là, c'est juste de lui montrer que vous avez compris son problème et que vous êtes capable de le résoudre. Et vous expliquez pas comment vous êtes capable de le résoudre, vous allez juste dire ok, monsieur prospect, est-ce que je peux vous faire une recommandation? Oui.
Est-ce que c'est OK si on prend un rendez-vous ensemble parce que je sais exactement où vous en êtes, je sais exactement comment résoudre ce problème-là et donc ce que je vous propose, c'est de prendre 30 minutes ensemble pour vous aider à le résoudre. Oui. OK, let's go. La 5e et dernière étape, évidemment, il y aurait des milliards d'autres trucs à dire, hein, parce que c'est un résumé de 3 ans, mais la 5e et dernière étape qui me semble hyper importante, c'est de suivre l'exécution et c'est souvent le plus relou à faire et donc c'est souvent ce qui est pas fait dans les boîtes. C'est-à-dire que c'est bien joli de définir des indicateurs, c'est bien joli de mettre en place des beaux dashboards de suivi et cetera, mais si on le fait pas tous les jours, comment voulez-vous que ça fonctionne? Si vous êtes un coach sportif et que vous envoyez pas vos 5 putains de messages pour parler à la personne en face, pour générer des interactions, des conversations, des meetings, et ben en fait, les conversations ne se généreront pas. En fait, c'est comme si vous attendiez que ça vous tombe dans la bouche comme ça. La vie ne vous fera pas de cadeau comme ça, hein, c'est impossible, hein. Jamais de la vie, hein. Jamais de la vie. Enfin, ça peut arriver parce que vous êtes châteux, mais ça ne sera pas régulier. La force d'avoir une machine commerciale de votre côté, c'est d'être capable justement de prédire, en fait, d'être prédictible sur les résultats. Et donc, évidemment, vous devez mettre en place des routines que vous allez suivre bêtement tous les jours, sans réfléchir. Vous décrochez le cerveau, vous devez avoir votre volume qui est fait tous les jours, prendre un engagement avec vous-même et l'accomplir, c'est hyper important. Parce que si vous, pendant 2 semaines, 3 semaines, vous le faites pas, vous allez avoir un trou de rendez-vous dans les 2, 3, 4, 5 semaines qui vont suivre. Vous pouvez très bien faire votre target pendant quelques semaines. Si vous prospectez pas tous les jours, dans 3 mois, vous n'avez plus personne à qui parler en rendez-vous. Et là, du coup, vous avez un trou de performance et c'est terrible. Donc, il faut que ça soit vraiment tous les jours. Il n'y a pas de sujet. C'est un non négociable. C'est un système non négociable. Et fermez-la, c'est hyper important. Donc, ça veut dire que, si vous êtes contributeur individuel, vous devez prospecter tous les jours sans négociation possible, vous devez faire votre volume, il n'y a pas de sujet. 2, en tant que manager, vous devez faire du marquage à la culotte. Vous devez valider tous les putains de jours que vos gars, et meufs d'ailleurs, font leur métrique. Sinon, c'est pas normal. Parce que vous savez du coup maintenant que, comme vous avez défini les critères de performance que, en dessous de 70%, si vous faites une target qui est en dessous, c'est pas normal, et que vous avez défini comme la performance étant de plus de 80%, ou même plus, plusieurs mois à la suite, et qu'en dessous de 70%, vous êtes considéré comme sous-performeur, et que pour générer X opportunités, vous devez prendre X rendez-vous, Y rendez-vous, et que pour générer Y rendez-vous, vous devez faire X call, et que du coup, si plusieurs jours à la suite, vous ne faites pas les calls, bah, vous n'aurez pas les rendez-vous, et vous n'aurez pas l'opportunité. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement prédictible, et que ça vous permet d'orienter votre barre, si vous étiez sur un bateau, de changer votre direction en cours de mois pour redresser la barre et reprendre la bonne direction le plus rapidement possible, sans avoir besoin d'attendre la fin du mois, de se dire ah bah j'ai pas fait ma target parce que j'ai pas fait assez de rendez-vous et parce que j'ai pas fait assez de calls. Bah oui, forcément, mais tu pouvais l'anticiper puisque au fur et à mesure du mois, tu n'as pas checké ton volume, tu savais en fait en arrivant. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la beauté du truc, c'est comme vous avez mis en place votre culture de performance, c'est un non négociable. Comme vous avez mis en place le dashboard de tracking, c'est un non négociable. Et maintenant, il faut marquer les gars à la culotte, être sûr et certain que tout le monde fait la perf jour après jour après jour. Et c'est pareil pour tout le travail, putain de merde. C'est pareil pour tous les travails, c'est pareil pour le marketing, c'est pareil pour le dev, c'est pareil pour tout. Et oui, il y a des métiers qui sont plus créatifs que d'autres, du design, etc., etc. Néanmoins, il faut décomposer votre métier en micro-paramètres, ce qui fait que au jour le jour, vous êtes capable de dire j'avance ou j'avance pas. Et c'est pareil pour le sport. Quand vous avez votre compétition, vous n'allez pas juste dire je vais vers la compétition. Vous avez votre 3-4 sessions par semaine. Chaque session va être micro-décomposée et chaque mouvement va être micro-décomposé. J'en parlais avec mon coach encore la semaine dernière. Je lui disais putain, en ce moment, tu me mets des entraînements qui sont vraiment boring et chiants. Il m'a dit ok, mais en fait, dans chaque mouvement qui te semble ennuyeux, tu as la capacité de micro-optimiser chaque déplacement, chaque manière d'avancer, chaque manière de soulever une barre, etc., etc. Et en fait, plutôt que de te dire ah putain c'est chiant, on se fait chier, nanana, bah concentre-toi sur le fait justement de optimiser chacun de tes micro aspects de ton entraînement. Donc c'est pareil pour l'entraînement. C'est juste cet effort de pas être en passif, pas être en pilote automatique quand vous exécutez votre métier, mais plutôt de se dire ok, je suis quelqu'un d'extrêmement intelligent, ok, je suis capable de mettre de l'intelligence dans mon métier, et comment est-ce que je peux micro-optimiser chacun des paramètres. Et je vais conclure cet épisode-là maintenant, du coup mes petites beautés. C'était donc ce résumé-là, c'était en fait un résumé des, on va dire, 6 premiers mois de Spendesk. J'espère que ça vous a plu. Si ces cas d'usage-là vous intéressent,
Parce qu'en fait, c'était vraiment un cas d'usage très opérationnel de comment est-ce qu'on a fait concrètement pour rendre cette boîte hyper performante et la rendre licorne, hein, tout simplement. Si c'est des cas d'usage qui vous intéressent et que je vous aimez en fait ce truc-là, moi mon rêve c'est justement d'avoir un tableau blanc où j'écris des trucs dessus et où genre je vous montre un peu des graphiques et je vous explique exactement de A à B comment on passe de A à B avec le process, les routines, les métriques, etc. Si ça vous intéresse que je sois encore plus opérationnel, bah, je suis hyper chaud. Mais encore une fois, moi, ça me passionne. Vous l'entendez, c'est des sujets sur lesquels j'ai pas besoin d'avoir de notes. Je peux parler pendant des heures et des heures parce que justement, ça me passionne et parce que c'est là où est mon edge, là où je suis vraiment très bon, je pense. Et encore une fois, c'est pas une question de manque d'immunité, c'est une question de, bah, j'ai fait ça pendant 10 ans, quoi. Et j'ai fait ça à très haut niveau pendant 10 ans. Dans les plus grosses boîtes, les plus grosses performances, avec le plus haut niveau d'exigence. Et j'ai été dans les meilleures de ces boîtes-là. Donc je sais que j'ai été plutôt extrêmement performant et c'est pour ça qu'en fait, en 10 ans de carrière, il y en a, enfin, je goume des personnes qui ont 30 ans de bagage généralement, quoi. Et parce que j'ai été beaucoup plus rapidement, comme je dis toujours, les compétences n'attendent pas l'âge. Et donc enfin, ma courbe de progression a été beaucoup plus rapide que la plupart des gens. Parce que j'ai fait cet effort de documenter, de me renseigner, d'apprendre, d'intellectualiser le métier. Parce que le métier de commercial, si c'est juste passer des calls, bah, évidemment, c'est pas intéressant, hein. On va pas faire un bac plus 5 pour juste faire ça. Par contre, si dans le métier de commercial, tu vas micro-découper chacune des actions que tu vas faire aujourd'hui et avoir ce paramètre de time ROI, de que toutes tes actions ont un retour d'efficacité quantifiable, bah, c'est là où ça devient hyper intéressant et c'est là où en fait vous pouvez devenir des putains de top performers. Voilà, donc encore une fois, oui, votre travail peut-être tous les jours, il va être un peu boring, un peu chiant dans l'exécution, mais pour autant, je suis persuadé que si demain vous faites l'effort intellectuel de dire comment est-ce que je peux rendre plus intéressant le métier, et ben il y a plein de trucs que vous pouvez mettre en place. Voilà, donc en gros, si je résume un petit peu, bon, évidemment, la partie call calling, évidemment, c'est pas mort, hein, ça, il y a pas de sujet. Mais du coup, on a compris comment les étapes par lesquelles on est passé pour mettre en place cette culture de la performance chez Spendesk, comment on a cassé un petit peu les préjugés et comment on a identifié le système dysfonctionnant et comment une individualité, moi en l'occurrence, a pu casser les préjugés par l'exemple, par le fait de montrer que bah, si en fait ça marche, rendre ce truc reproductible parce que j'ai dessiné le playbook, j'ai créé des enseignements et je l'ai partagé à l'équipe parce que l'idée c'est pas de le faire cavalier solitaire mais de partager et faire croquer aux équipes. Ce qui fait que politiquement j'étais positionné comme étant le top performer et forcément le mec qui a eu la promotion le plus rapidement possible. Et donc ça m'a permis derrière de étendre cette méthodologie à tout le monde et qu'en fait ça devienne le canal le plus important d'acquisition de meeting chez Spendesk dans les 5 années après, même après que je sois parti. Donc encore une fois, tout est question de système, tout est question de prédictibilité et si on veut scaler une équipe, il va falloir commencer par la rendre prévisible, prédictible et c'est exactement ce qu'on a fait avec Spendesk. Donc encore une fois, mettez des commentaires là, hyper important sur la vidéo YouTube, sur Spotify, peu importe où vous l'écoutez. Mettez des pouces aussi. Je pense que c'est des contenus qui valent beaucoup d'argent, honnêtement. C'est plutôt des contenus que je vais généralement faire quand j'interviens chez des clients, en fait, hein, ni plus ni moins, hein. À raison de 1 500 € la journée, je vous laisse imaginer combien les heures de podcast peuvent valoir. Mais grosso modo, voilà, c'est des sujets que je vais que j'ai intellectualisé sur les dernières années, que j'essaie de vous partager. Et j'essaie de le plus concret, pragmatique, utilisable possible, que vous soyez freelance chez d'équipe, peu importe. Et si cet épisode vous a inspiré, vraiment, envoyez-moi un message privé ou mettez des commentaires, partagez cet épisode à des potes qui sont en startup, ils sont chefs d'équipe, entrepreneurs ou quoi que ce soit. Et encore une fois, envoyez-moi des messages parce que je peux clairement vous aider sur ces sujets-là. Actuellement, j'ai une bande de passantes qui est très limitée, mais pour autant, ça peut pas dire que j'ai pas des potes qui ont été formés à la même école et qui savent aussi vous accompagner. Et moi, dans tous les cas, je trouverai toujours du temps pour parler avec vous si jamais le sujet m'intéresse. Voilà. Donc, encore une fois, envoyez-moi des messages si ça vous intéresse, mais laissez-moi des commentaires. Aidez-moi à mettre en avant ces contenus-là parce que je suis sûr que ça peut aider plein de gens. Donc voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à la semaine prochaine et encore une fois, on continue sur cette lancée-là. Ciao, ciao, bisous.